Si Internet était une arène, celle-ci devient de plus en plus commerciale. S'il y a quelques années encore, acheter sur la toile était anecdotique, parfois risqué, et les achats réservés à quelques domaines. Alors, par exemple, réserver un billet d'avion, une chambre d'hôtel, etc. Mais les habitudes changent rapidement, et encore plus en Israël. Et la variété de produits achetés sur Internet se fait de plus en plus grande. Habillements, bijoux électroniques ou même électroménagers. Alors, si on connaît les grandes plateformes internationales, américaines ou chinoises, on sait moins que de nombreux e-commerce israéliens connaissent eux aussi un succès grandissant. C'est le cas du site que vous avez lancé, Yoel Zira. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes entrepreneur et cofondateur de ce site que vous définissez comme une marketplace. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous raconter un petit peu la genèse de cette plateforme? Oui, absolument. Alors, je suis cofondateur de Zabilo.com, qui est donc le site internet, avec deux de mes amis. Mhm. On a lancé ce site il y a 3 ans. D'accord. Alors, on n'a pas commencé avec. L'idée de départ n'était pas nécessairement ce que c'est devenu aujourd'hui, mais Mhm. forcément, ça a été quelque chose. Ça a évolué un petit peu. Voilà, ça a évolué. Ça a évolué en fonction des besoins de nos clients. On a été à l'écoute du public pour adapter notre projet. Euh, donc une marketplace, comme son nom l'indique, c'est comme une espèce de marché sur Internet dans Mhm. lequel on a des On vendeurs. reviendra, je vous interromps, on reviendra justement sur la définition de ce marketplace. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez un petit peu nous présenter les principaux acteurs de cette plateforme? Les cofondateurs, comment est-ce que vous êtes rencontrés, que vous avez mis en place Oui, ce projet? absolument. Un des deux cofondateurs est de ma famille, c'est mon cousin et ça a été toute ma vie comme un frère. Mhm. Et le deuxième cofondateur a été quelqu'un que j'ai rencontré et le lendemain, on était associés. Donc ça a Ah, été d'accord. deux Ça a rencontres. été un coup de foudre business. Absolument, c'est exactement D'accord. comme ça que je le définis. D'accord. Et donc, vous avez décidé de vous lancer dans cette aventure. Comment est-ce qu'on fait au début, justement, quand on part de rien par quoi on commence? Alors, il faut être très conscient de la génération dans laquelle on vit, de l'ère dans laquelle on vit, qui est l'ère de l'internet, de l'ère de la toute information. Mhm. On peut trouver absolument toutes les informations sur internet, surtout quand on veut se lancer sur internet. Mhm. Si on veut vendre des choses sur internet, on n'a qu'à chercher ce que les gens demandent sur internet. Et toutes ces informations sont en libre service. Les personnes qui tapent des choses sur Google, vous avez le moyen de trouver ce que ces personnes tapent. Alors, Mhm. trouvez ce que ces personnes tapent, proposez-leur ce qui est le plus recherché si vous en êtes capable, et vous avez un business. C'est à Mhm. peu près aussi simple que ça. Mhm. Donc oui, c'est ça, c'est quand même savoir identifier la demande et leur apporter après un produit Voilà, qui les satisfait. croisez la demande et la croissance de ce domaine. Regardez si vous avez les moyens d'être performant dans ce domaine et si c'est quelque chose qui vous plaît, parce que ça reste quelque chose qui est très important. Et Mhm. si ces deux choses, en plus, peuvent vous permettre de vivre, ramènent de l'argent, vous avez un business. Mhm. Alors, je le disais en introduction, hein, le marché justement des e-commerce explose un petit peu partout dans le monde et tout spécifiquement en Israël. En quoi les consommateurs, les internautes consommateurs sont différents en Israël des autres pays occidentaux? Alors en Israël, culturellement, vous avez un mot qui s'appelle frayer, et c'est un Mhm. petit peu l'insulte rigolote que tout le monde se donne. Donc Mhm. toi, qui veut dire donc Ouais, pigeon, toi t'as un être un pigeon, pigeon, toi ouais. t'as un pigeon, toi t'as un pigeon. Et en fait, tout le monde essaie d'avoir un meilleur prix, une meilleure affaire, quelque chose de plus malin que son voisin, que son copain, que son collègue de travail. Mhm. Donc Internet est un terrain qui est extraordinaire pour justement le jeu de frayer israélien, qui est Mhm. toujours de montrer son téléphone ou son ordinateur en disant j'ai trouvé moins cher que toi, je te le prouve, je te le montre. Ce qui se passe aussi en Israël, c'est que la sécurité bancaire a été développée ici. Et dans les mœurs en Israël, on a beaucoup moins de retenue à utiliser sa carte bancaire, à donner ses codes de carte bancaire, à les mettre sur Internet, à ouvrir des comptes chez PayPal, etc., que dans les pays occidentaux. Moi, j'ai grandi en France. Je vois tout à fait la différence entre, à chaque fois qu'en France, on demande une carte bancaire ou le numéro d'une carte bancaire, on Mhm. sent que la personne se crispe. En Israël, vous commandez une pizza à un jeune de 16 ans dans une pizzeria n'importe où en Israël, vous lui donnez vos codes de carte bleue, et il y a un espèce d'accord tacite qui est tu vas me les donner, je vais juste envoyer ta pizza, je vais rien faire avec. Mhm. Et le Ça, fait est que ça se passe vraiment. ça, c'est intéressant, mais c'est peut-être parce que aussi les consommateurs israéliens sont précurseurs dans ce domaine. Ça fait très longtemps qu'ils achètent en ligne, comparé par exemple aux Français. Oui, alors en Israël, il y a une deuxième différence, Mhm. c'est que c'est tellement le marché domestique est tellement complexe, compliqué, et on a l'impression, je dis bien l'impression parce que nous c'est là qu'on a un petit peu trouvé la faille, mais que c'est un marché qui est limité, Mhm. que les plateformes locales ne veulent pas se développer et les Israéliens ont soif d'acheter sur Internet, donc achètent à l'extérieur. Mhm. Donc en fait, si vous voulez, ils ont commencé par la pire expérience sur Internet possible, qui est d'acheter à l'extérieur d'Israël, parce Mhm. qu'en termes de livraison et en termes de commandes, etc., c'est De quelque chose frais de de douane, des complications absolument. souvent. Mhm. Ils ont commencé par le pire, et quand vous proposez quelque chose de juste correct, entre guillemets, c'est pas ce qu'on fait, on essaie vraiment de faire notre mieux et on y arrive.
Mais proposer quelque chose de juste correct, c'est-à-dire vous commandez sur Internet, vous recevez la chose chez vous, c'est déjà extraordinaire en Israël. Donc, ce que vous proposez, c'est en fait, c'est ça, c'est un service amélioré par rapport à ce qu'on peut trouver à l'étranger. Et surtout, j'allais dire, Moutam adapté aux Israéliens. Oui, nous on a grandi dans des pays occidentaux, mais mes associés se sont rencontrés eux en Australie, où ils ont Mhm. vécu. Donc on a connu un petit peu, on dit l'art de vivre, mais l'art de consommer aussi, Mhm. à l'européenne, à l'australienne, à l'américaine. Donc on a quelque chose de très très centré sur le service et sur le plaisir d'acheter. On n'achète Mhm. pas parce qu'on doit, on achète parce que c'est sympa et que c'est une bonne Mhm. expérience, etc. Mhm. Et fort de ça et de notre connaissance du marché israélien, on est en Israël, moi depuis 10 ans, mon associé depuis 20 ans, on a réussi vraiment à croiser les deux domaines, à essayer d'offrir quelque chose adapté aux Israéliens, mais avec la touche française, la French touch de l'art de consommer. Mhm, mhm. Alors, vous nous le disiez tout à l'heure, votre projet a un petit peu évolué au fur et à mesure de sa croissance. Vous vous définissez comme une marketplace. Alors, qu'est-ce que c'est une marketplace? Une marketplace, imaginez un marché, donc Mhm, un marché aux fruits et légumes. Vous avez le marché, vous avez les vendeurs à l'intérieur du marché. Une marketplace, c'est d'être le marché. Le mhm, marché donne des infrastructures aux vendeurs, donc va mhm, leur donner de l'espace, va leur donner du référencement, donc va faire de la pub autour du marché pour que les personnes se rendent à ce marché-là, va leur donner les infrastructures, le matériel, le placement, le visuel, etc. Et ces personnes vont pouvoir vendre plus que s'ils n'avaient pas leur place chez vous. mhm. Ouais, c'est tout simplement une visibilité, en fait. Ouais, oui, absolument, c'est de la visibilité, c'est aussi de la digitalisation. En Israël, vous avez des personnes, alors nous on est spécialisé dans l'électroménager, vous avez des personnes qui de père en fils vendent de l'électroménager, qui ont tous les contacts en Israël pour le vendre, qui sont très bons dans la vente physique et très très fiables, mais l'Internet est un métier qui est complètement différent. Mhm, Donc même si au bout du compte, la personne a acheté un lave-linge, qu'elle l'a acheté en physique ou sur Internet, c'est le même achat, mhm, la distribution est totalement différente. mhm. Donc nous, ce qu'on est venu délivrer comme message à ces personnes-là, c'est votre métier, vous le faites de manière extrêmement bien, on sera incapable de le faire nous. Par contre, nous, ce qu'on sait faire, c'est l'Internet. Mhm. Mais alors la différence, vous avez tout à l'heure pris la comparaison avec un marché physique, un marché aux fruits et légumes. La différence, c'est qu'un primeur, il va payer son emplacement et vous, justement, vous ne faites pas payer les boutiques que vous mettez en ligne. Comment est-ce que vous vous en sortez? Alors nous, on s'en sort avec un pourcentage pris sur D'accord. les objets qui sont vendus. Donc c'est Mhm, des négociations qui sont faites en amont avec nos boutiques physiques. mhm, On pourrait facturer l'emplacement, comme vous dites, sur un marché physique, mais on a entièrement confiance en la santé et la croissance de notre affaire, et on saura se développer en délivrant quelque chose de fiable, pas en facturant la place de parking, entre guillemets. mhm. Donc c'est ça, c'est plus un win-win situation, c'est ça en fait, plus un accord de coopération avec ce vendeur plutôt que simplement un accord on va dire, de client. Absolument, absolument. C'est un accompagnement qui demande énormément de confiance. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sur juste du business. Je te donne un produit ou un service, tu me donnes de l'argent. Mais on est là en Mhm, train de se donner la main en disant, nous, votre métier de distributeur d'électroménager, vous le faites très bien. On ne sait pas le faire, bravo. Notre métier de l'Internet, on estime que vous ne savez pas le faire et on peut vous le prouver. Alors venez, on se donne la main et on fait quelque chose ensemble. mhm. On entend parler depuis plusieurs mois de l'arrivée d'un des géants justement de l'Internet, de la vente sur Internet, qui pour l'instant n'est pas encore basé physiquement en Israël. Vous vous préparez, j'imagine, à l'arrivée de ce géant? Alors, qu'Israélien, résident israélien, on est très heureux de l'arrivée, si Si arrivé ça il se y fait, a, si bien arrivé sûr. il y a J'ai lu de, aujourd'hui qu'ils arrivent, ils s'installent en Turquie. Alors, c'est possible, c'est possible. Alors, on parle donc d'Amazon pour ceux qui l'ont pas deviné. Il faut savoir que en Israël, alors pour le coup, j'ai fait mes recherches personnelles. Mhm, C'est toujours à l'état de rumeur. Alors, ça mhm. fait les titres de partout, mais en Effectivement. cherchant bien, c'est qu'une rumeur. En C'est-à-dire, cherchant oui, bien, c'est c'est ça, qu'une. on avait évoqué l'acquisition de hangars géants, etc. Mais pour l'instant, vous dites que c'est qu'une rumeur. Alors moi, de ce que j'ai lu, en fait, la première source était un Israélien qui a un cousin qui bosse chez Amazon aux États-Unis, qui lui a dit qu'apparemment Amazon aurait cherché des entrepôts à Modine, qui est centrale. Et Exact. en fait, tout le bruit a été fait autour de ça parce qu'évidemment, tous les Israéliens sont super enthousiastes, nous aussi, de l'arrivée d'un tel géant. Pourquoi Mais vous pour aussi? l'instant, c'est Vous pas. ne le voyez pas comme la concurrence déloyale? Non, 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 c'est pas. Alors, c'est pas du tout de la concurrence de un et de deux. La stratégie d'Amazon pour s'installer dans les pays, ce n'est pas d'arriver avec ses gros sabots et de dire on va vous montrer comment on fait du e-commerce. Amazon a un côté très, très, on va dire pudique dans son arrivée dans les pays. Mhm. C'est qu'elle arrive.
et elle dit on va proposer aux acteurs locaux qui connaissent le marché nos infrastructures. Elle n'arrive Mhm. pas du tout en disant on arrive, on a un mastodonte, on va vous manger. On Mhm. va pas vous manger. On va vous donner les moyens de faire mieux et Mhm. vous, en échange, vous allez mettre notre marque sur votre magasin. Mhm. Donc, dans les deux sens, on est excité en tant que consommateur, on est très excité en tant que businessman dans le métier d'avoir la chance de pouvoir travailler main dans la main avec Amazon, Mhm. effectivement. Alors, on va aborder un point qui est peut-être l'un des derniers qui font en fait, qui sont des réticences pour les Israéliens parfois à acheter sur Internet. C'est le problème de la livraison. On sait que la poste n'est pas toujours très fiable et très efficace ici en Israël. Comment est-ce que vous gérez justement ces problèmes de logistique? Alors, nous, si vous voulez, le fait qu'on ait grandi en Europe ou pour mes associés en partie en Australie et qu'on arrive en Israël, c'est qu'on peut vraiment avoir une clairvoyance sur les bienfaits et les méfaits des deux parties. Mhm. Dans les pays européens ou en Australie, vous avez un service qui est de qualité, mais dès que ça sort de la normale, dès qu'on demande un peu de flexibilité, les personnes sont bloquées, le colis revient, ça rentre pas dans le process, on fait pas. Mhm. En Israël, c'est un chaos, mais ce chaos permet aussi de la flexibilité. D'accord. C'est-à-dire que nous, on a déjà eu des cas de type de nos livreurs qui disaient le type était pas chez lui, donc du coup, je suis parti à l'épicerie en bas. Il m'a dit oui, je le connais très bien, il arrive à 6 heures, est-ce que tu veux que je prenne le paquet pour lui? Et le type de l'épicerie a pris le paquet pour lui, et le Ouais, type qui donc l'a c'est acheté était super heureux. Donc il y a un mélange qui fait que nous, notre but, c'est que le paquet arrive à tout prix chez la personne. bien sûr. Et les livreurs avec nous disent bah, nous, on va trouver une solution pour que ça arrive parce qu'on est flexible et qu'on n'est pas du tout là à essayer de respecter une règle. Donc on essaie vraiment d'être chef d'orchestre sur la cacophonie qui est la livraison en Israël. Et au niveau des coûts de transport, c'est pas quelque chose qui peut être un frein. Est-ce que vous l'abordez d'une façon qui permette justement d'être encore concurrentiel? Oui, alors nous, on travaille avec beaucoup de compagnies de transport en Israël. On n'a Mhm. pas notre propre flotte de transport. On travaille avec d'autres sociétés qui sont du coup très, très contentes de bosser avec nous. Mhm. Et notre métier aussi, c'est de trouver des stratégies pour que l'objet arrive le plus vite, le plus en sécurité et le moins cher possible. Mhm. Et le fait de bosser avec plusieurs compagnies les met en concurrence, Mhm. déjà en concurrence directe, donc ça permet une baisse de prix qui est tout à fait logique. Et on essaie, nous, de faire arriver l'objet chez le consommateur le plus rapidement possible, parce qu'on sait qu'entre le moment où on a payé avec sa carte bancaire sur Internet et le moment où l'objet arrive, personne n'est serein. C'est quelque chose qui C'est est... ça. voilà, moi, C'est je suis un une acheteur petite sur Internet. appréhension. Mhm. Absolument. Je suis acheteur sur Internet depuis très, très longtemps, dans ma famille aussi. On a un sourire jusqu'aux oreilles quand l'objet arrive. Tant que Mhm. l'argent a été dépensé mais que l'objet n'arrive pas, on est en stress. Et nous, on veut enlever ce stress de chez les gens et leur dire acheter sur Internet, c'est extraordinaire. Mhm. Et alors justement, vous vendez, vous êtes spécialisé dans l'électroménager, et même on va dire plutôt dans le gros électroménager, Absolument. machine à laver, ce genre de produit. Et c'est justement, j'allais dire, c'est peut-être encore l'un des derniers produits où les gens peut-être veulent aller en boutique, voir l'objet, se faire conseiller. Comment est-ce que vous faites justement pour contourner ce problème-là? Alors, chez Zabelo.com, on a compris, je vais un tout petit peu répéter ce que Mhm. je disais au début de l'interview, mais c'est un point qui est vraiment central. Euh, les acheteurs israéliens, ce qu'ils cherchent, c'est un prix, Mhm. avant toute chose. Plus que la qualité? Oui. Même en ce qui concerne le gros électroménager, on sait par exemple qu'un frigo, il va peut-être rester 10 ans chez nous. Alors, même si c'est la qualité qu'ils recherchent, ils veulent la qualité au Et meilleur le prix prix. possible. Mhm, mhm. C'est-à-dire, il n'y a personne qui va être prêt à payer plus cher. Comme je vous disais, c'est le référentiel et le référentiel du voisin, du copain ou du collègue. Mhm, C'est-à-dire, il n'y a aucun problème à payer cher tant que l'autre a payé plus cher que nous. mhm. Je ne sais pas si tu Ouais, vois la ouais, nuance. ouais, tout Mais à fait. c'est vraiment ça qui se passe. Et sur Internet, on peut dénicher les bonnes affaires. Mhm. Nous, on voit beaucoup d'achats qui sont faits en plein milieu de la nuit, de gros écrans de télé. On sent vraiment l'achat compulsif de la personne Alors qui a fait le justement, tour je et vais qui a vous trouvé. demander ça parce que c'est pareil, c'est quand même des produits qui en général sont relativement chers. Enfin, en tout cas, c'est des sommes un peu plus élevées. Comment se passe le processus d'achat? J'imagine qu'il y a une véritable enquête qui est menée auparavant quand même. Vous parliez d'achat impulsif, mais c'est pas quand même tout à fait impulsif. Quand on achète un frigo, on regarde tous les modèles disponibles, on compare, non? Oui, alors quand c'est en journée, nous, on s'est fait une spécialité d'accompagner l'acheteur dans son achat. Mhm. On s'est vraiment mis en mission de faire en sorte que la personne fasse le meilleur achat possible. On est sur un business sur le long terme. C'est un business qu'on a commencé jeune avec
plein d'idées et peut-être un petit peu idéaliste. Et notre but, c'est de durer longtemps. On préfère gagner moins au début et durer plus longtemps que de gagner un pactole au départ et Bien partir sûr. aussi vite que prévu. C'est, on va dire, notre côté sioniste, philosophe, pionnier. En arrivant ici, on veut construire en Israël et c'est quelque chose qui est vachement important pour nous. Mhm. En termes de consommation sur Internet, il faut savoir, enfin, nous, les remarques qu'on recevait au début, c'est Israël, c'est un pays petit et Israël, c'est un pays où les gens ont moins de moyens qu'en Europe. Mhm. Maintenant, ce qui se passe, c'est que la manière de consommer en Israël, on consomme à crédit tout le temps. C'est-à-dire que vous allez vous acheter une banane, on vous propose de la payer en 7, 12 fois. C'est quelque chose qui n'arrive pas, qui n'arrive pas en France. Non. Donc, vous comprenez qu'une personne qui voit une télé à X prix, à un prix plutôt élevé, elle va pas l'avoir à ce prix-là. Elle va se dire, tiens, ça m'enlève 100 shekels de pouvoir d'achat par mois. Mhm. C'est de cette manière qu'ils voient les choses. Et 100 D'accord. shekels de pouvoir d'achat par mois, c'est beaucoup moins cher qu'un prix exubérant pour acheter une télé où vous allez annoncer à votre femme, tiens, j'ai acheté un écran de télé pour regarder le foot. Si tu dis non, bon, par mois, il y aura 100 shekels de moins sur le compte, et ben ça passe beaucoup mieux. Et c'est ça Mhm. la manière de consommer des Israéliens que le monde européen et américain va avoir du mal à comprendre. On va avoir du mal à comprendre. Et aussi, le côté pervers de la chose, c'est quand même le niveau de surendettement en Israël qui est plutôt élevé. Alors, je voudrais justement qu'on revienne sur ces tendances du e-commerce. Notamment, je regardais un petit peu sur Internet. Il y a une étude de marché qui est sortie le mois dernier qui montre que le e-commerce a augmenté en France cette fois-ci de 14% au second semestre 2018 par rapport au second semestre 2017. 14%, c'est quand même énorme. En Israël aussi, on a ces taux de croissance. Alors en Israël, on est sur une constante annuelle de, je crois, 12,2%. Alors on ne D'accord. parle pas de Donc, semestre, on parle vraiment d'annuel. l'annuel. En Israël, quelque chose que nous on a remarqué, c'est la consommation tout le temps. Mhm. C'est-à-dire qu'en France, on va attendre, en France, on va attendre Les soldes, Noël, les fêtes. soldes, etc. pour pouvoir acheter. Alors quoique ça change maintenant avec des sites comme Vent Privé ou Showroom qui proposent des deals absolument tout le temps. Donc ça change un petit peu, on va dire le paradigme de la solde et de la période pour l'achat. Mhm. En Israël, c'est un mélange total des deux qui, moi, me fait rire. C'est qu'on va trouver des événements à peu près tous les 2 jours. Donc on dit non, c'est vrai qu'on consomme aux événements, mais il y a des événements tous les jours. C'est ça. Donc ça va être, c'est un peu n'importe quoi, mais moi je trouve ça très mignon parce que tout le monde veut vendre et tout le monde veut se donner bonne conscience d'acheter parce qu'il a fait une bonne affaire. Donc si vous voulez, c'est un jeu de dupes Et qui est puisque qui est vous très drôle. parliez justement d'étaler les paiements, du coup, ça évite d'avoir un gros budget, par exemple, pour Noël, ou enfin ici, Pessah ou les fêtes, et de les étaler tout au long de l'année, en fait. Alors, on a deux catégories de consommateurs. On a Mhm. ceux qui attendent les périodes de fête. Alors, pour une raison qui est très simple, c'est qu'en Israël, on a relativement peu de jours de congés payés par rapport à la France. Et Effectivement. ces jours de congés payés sont les jours pour être en famille, sont les jours pour faire le bilan de ce qui manque à la maison, sont les jours pour avoir une discussion mari et femme sur que va-t-on acheter, est-ce que c'est une bonne affaire, on va aller sur Internet ensemble. Donc, il y a ces personnes-là qui décident à ce moment-là de faire les gros achats et d'acheter 3, 4, 5 objets électroménagers. Mhm. Et vous avez les personnes qui sont soit qui ont une machine cassée et qui doivent la remplacer tout de suite, Mhm. soit qui sont à l'affût de la bonne affaire et du coup qui vont se faire plaisir, acheter des haut-parleurs, acheter une très grande télé, enfin Ce voilà. genre de... Alors, puisque vous parliez justement des soldes et des fêtes, etc., on a vu depuis quelques années une tradition qui nous vient des États-Unis. Je parle du Black Friday et qui est suivi ensuite du Monday, Cyber Monday, pardon. Ouais. Est-ce qu'en Israël aussi, ça arrive, ces tendances de fêtes d'achat sur Internet, fêtes Alors, entre guillemets? absolument. En Israël, ça arrivait avec beaucoup d'enthousiasme parce que du coup, comme je vous ai dit, ils cherchent des dates. Alors avec les fêtes juives, on en a pas mal. Vous avez les fêtes laïques, on en a pas mal aussi. Vous avez les saisons, donc toutes ces choses-là sont des raisons de faire la fête, soit dit en passant, de faire des soldes. La fête à la carte bancaire. Absolument, absolument. Et le Black Friday, donc aux États-Unis, était en fait le jour où les magasins restaient ouverts avant le week-end de Thanksgiving. Mhm. Donc tout le monde savait que ça allait être un jour férié. Tout le monde savait, comme je vous disais, que les familles vont être ensemble et vont pouvoir prendre des décisions d'achat ensemble. Et les magasins faisaient un accord. C'est les gars, on va tous ouvrir et on va faire on va faire vraiment vraiment pas cher pour les gens. Et en fait, on va faire de l'économie d'échelle. Les gens vont acheter moins cher, mais beaucoup plus. Donc, ils ont créé un petit peu cette manière de faire. Sur Internet, ça se passe encore plus, vu qu'il n'y a pas les queues aux caisses et il n'y a pas le monde dans les magasins et la cohue. Donc, on perd peut-être en beauté d'expérience, mais vous avez les prix sans faire la queue. Et du coup, en Israël, ça a été accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Ce qui nous fait énormément rire, c'est que les Israéliens sont connus pour ne jamais respecter les règles. La règle du Black Friday entre les business, c'est que c'est Friday, comme son nom l'indique. Vendredi, c'est pas terrible pour. Voilà, et eux, ils sont capables de commencer 3 lundis avant et de finir un mois après et faire un Cyber Monday le jeudi. Parce que, enfin,
il y a vraiment aucune règle qui est respectée et c'est pas très grave. La seule règle en fait, c'est que tous les business, et nous on le voit, et tous les ans, on passe 2 semaines sans dormir. euh, Tous les business sont prêts, ont leur campagne de prêt, ont leur prix de prêt, ont leur, je sais pas, leur décor de Black Friday sur le site qui sont prêts. Et en fait, comme dans un vieux western, on attend le premier qui va Qui va toucher, dégainer. voilà, toucher au pistolet pour pouvoir tout le monde dégainer en même temps. Donc personne n'est en retard, mais personne ne veut être le premier parce qu'ils n'ont pas envie d'être le ridicule qui a fait le Black Friday le 1er novembre, quoi. D'accord. Mais c'est assez drôle, quoi. J'imagine qu'au niveau préparation, ça doit être quand même une période pour vous plutôt occupée, quoi, plutôt busy. Ouais, c'est une période charnière parce que si c'est pas certain que le jour du Black Friday vous allez être le plus rentable possible, alors là on va parler business, mais ça va être très facile à comprendre. Si vous allez tellement casser les prix que vous n'allez pas forcément faire plus de chiffres, euh, vos concurrents vont pouvoir faire de l'acquisition ce jour-là. Et vous avez deux buts dans cette opération-là: gagner des nouveaux clients auxquels vous allez pouvoir offrir votre valeur et tout ce dont vous croyez, mais aussi ne pas perdre des clients potentiels. D'accord. Donc vous savez que si vous décidez de fermer le Black Friday en disant non, moi je fais pas de pub et je gagne pas d'argent, comme ça je suis à l'équilibre, je suis à zéro, vous allez avoir des personnes potentielles qui vont aller convertir autre part et vous allez plus jamais avoir ces clients-là parce que Donc, ça doit être, j'imagine, une période d'autant plus stressante. Alors, je voudrais, Yoel Zira, qu'on revienne un petit peu sur votre parcours personnel à vous. Vous êtes donc au Lechadash de France. Depuis combien de temps vous êtes en Israël? alors plus si radage que ça fait 9 ans. 9 ans, d'accord. Pas encore Vatik, en tout cas. Voilà. Et donc, vous avez monté votre entreprise. Comment ça se passe, ce processus? J'imagine qu'il doit y avoir une culture des affaires qui est totalement différente de celle en France. Oui, alors j'aurais évidemment eu beaucoup plus de mal à monter mon entreprise en Israël juste après l'Alia. Bon, pour deux raisons. Déjà, j'étais beaucoup plus jeune et aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à comprendre il y a beaucoup de choses à comprendre sur le pays, sur sa manière de fonctionner, sur la culture des banques en Israël, parce que les banques ont un système et aussi une culture, il faut comprendre les deux pour pouvoir avancer avec elles. Il n'y a pas un moment où on peut se dire: ah, moi je suis contre les banques, c'est trop compliqué, ils nous prennent pour qui. Vous êtes obligé d'avancer avec, donc Bien sûr. il y a des choses à comprendre, il y a de l'humain, il y a toutes ces choses-là. C'est-à-dire, si vous voulez faire de l'humain dans votre boîte et faire quelque chose qui dure, il faut connaître les gens et il faut les aimer. C'est obligatoire de les aimer. On fait jamais une boîte contre des gens, on en fait pour les servir. Et ces 9 ans ont été pour moi un minimum pour apprendre de ces personnes-là. Et mes associés sont là, un de mes associés est là depuis très longtemps. Et du coup, nous traduit même la culture et les us et coutumes de Et ce vous pays. êtes aussi de ce côté-là. Et depuis combien de temps cette société existe? Ça fait 3 ans. Ça fait 3 Ça ans. fait 3 ans que Zabilo.com existe. Alors, en rétrospective, j'imagine que vous avez dû faire des erreurs. Ça fait partie de la réussite. Qu'est-ce que vous auriez mieux fait ou alors pas fait? Franchement, moi j'ai vécu tout ça et on dit souvent qu'on sait si une boîte est un succès, enfin en tout cas pour les fondateurs, s'ils ont pu profiter du processus plus que du résultat. Et on s'est vraiment amusé pendant le processus. Alors avec tout ce que ça engendre, avec le stress, avec l'incertitude, et aujourd'hui encore, même si ça reste certain pour beaucoup de personnes autour de nous qui se disent: bon, ça y est, vous avez une boîte, ça roule, etc. Il reste toujours des incertitudes, mais ça fait partie du jeu. Et je pense que s'il fallait éviter les erreurs pour monter sa boîte, ça aurait pas été la même boîte, ça aurait pas été la même histoire, et j'ai vraiment très peu de regrets. Alors, comme on dit, there's no way to happiness, happiness is on the way. Exactement. Ça marche aussi Ça marche. dans le monde de la création d'entreprise. Une dernière question, Yoel Zira. Quelle perspective vous avez pour votre société, pour vous-même? Où est-ce que vous vous voyez, disons, dans 5 ans? Il peut y avoir plusieurs, je vais pas dire issues, parce que ce serait Plusieurs scénarios. voilà, possibles. exactement, plusieurs scénarios possibles. Me concernant, le scénario de continuer à travailler, continuer à faire exactement ce métier, c'est-à-dire vendre de belles choses d'une belle manière à de bonnes personnes, me convient tout à fait, et j'aurais rien pu demander de plus à la vie, professionnellement parlant. En arrivant en Israël, le fait de créer de la valeur en Israël, le fait de créer des emplois en Israël, le fait de donner comment dire, de payer même mes impôts en Israël sur le travail, quand on a un petit peu de conviction, quand on arrive dans ce pays, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Et je suis déjà très reconnaissant et très heureux de cette chose-là. Je pourrais
je pourrais m'arrêter là. Si je continue à avoir ça, je pourrais très bien m'arrêter là. Vous avez parlé tout à l'heure de l'arrivée d'un mastodonte, donc Mhm, d'Amazon éventuellement en Israël, chose qui est très possible, qui n'est pas avérée encore, hein, je le répète, mais mhm. qui est très possible. Ça pourrait être une super aventure, ça pourrait être un nouveau souffle pour Zabilo.com, ça pourrait être pour Zabilo.com l'opportunité d'apprendre des choses à Amazon et de créer un learning process qui peut être super intéressant. Donc franchement, il y a peu de scénarios enfin, je veux vivre tout de suite et après avec Zabilo.com. Très bien, Yoel Zira, je rappelle donc que vous êtes cofondateur de ce site de e-commerce que vous appelez donc une marketplace. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Avec grand plaisir.